Bien, écoutez, bienvenue au 33e Salon international du livre de montagne de Passy. Et après avoir traversé les Alpes, nous allons faire maintenant une randonnée entre lac et montagne avec nos amis cuisiniers pour nous donner un peu de force pour continuer à affronter ces 2 jours et demi de salon qui nous restent. Et nous avons vraiment le plaisir et la chance d'accueillir aujourd'hui Mercotte, qui est chroniqueuse sur M6 et qui a publié ce livre vraiment excellent que je vous recommande, La cuisine, la Savoie gourmande à la rencontre des chefs et des artisans. Et c'est un livre vraiment, on en parlera tout à l'heure, qui est vraiment très, très réconfortant, très joyeux, très clair, très lumineux. Nous avons également la chance d'avoir Emmanuel Renaud, qui nous fait l'amitié de descendre de Megève et qui a publié il y a quelques années le Best-of chez Flammarion et aux éditions Alain Ducasse. Je crois que c'était chez Flammarion, c'est aux éditions Alain Ducasse. Et puis il publie cette année un hommage aux vignerons alpins dans un superbe album qui est vraiment très fin, très attentif, et qui montre tout l'attachement qu'un grand chef peut avoir à ceux qui lui permettent de donner de la couleur à ses plats. Et puis nous avons Denis Carrier, qui a été chef à Chamonix pendant longtemps et qui combine lui aussi la montagne et la cuisine. Et les uns et les autres ont l'habitude de mettre la montagne dans nos assiettes avec beaucoup de saveurs et beaucoup de goût. Donc, je voudrais d'abord me tourner vers Mercotte, et vraiment, je vous remercie. On a fait la connaissance il y a quelques années, il y a quelques mois à Sallanches, en participant à un jury de pâtisserie rose. Absolument. Voilà. Et je lui dois effectivement de m'avoir appris la différence entre ce qui était sucré et ce qui était salé. Et donc, c'était quand même très, très agréable. En tout cas, dans ce très bel album, La Savoie gourmande, elle nous révèle à la fois le mystère des créations d'un grand chef, et on se rend compte que c'est le fruit d'un travail acharné et que c'est le fruit aussi d'un tour du monde des bonnes tables pour justement apprendre ce métier de cuisinier. Et ce qui est fascinant, c'est de voir qu'en Savoie et en Haute-Savoie, et dans les départements limitrophes, il y a vraiment de grands artistes de la cuisine. Il faut reconnaître que les Savoies sont la deuxième région après l'Île-de-France la plus étoilée. On a plus de 55 étoiles dans nos 2 départements, donc ça mérite d'être souligné, hein, Manu? Donc on est très fiers, en tout cas moi je suis très fière et d'être savoyarde et de connaître presque tous ces chefs qui sont mes amis. Et donc j'ai raconté leur parcours, leur vie depuis, pourquoi ils ont choisi ce métier, par où ils sont passés. En fait, ce sont des interviews sans filtre. Donc tout ce qu'ils me disent, je redis. Pas grave. Sans filtre, mais avec beaucoup de sincérité. Parce qu'on voit qu'atteindre l'excellence suppose beaucoup d'humilité. Mais les chefs, moi, ceux que j'aime bien, ils sont humbles. Hein, ils n'ont pas la grosse tête. Ceux qui ont la grosse tête, on ne va pas les voir. Moi, je suis assez comme ça. Hein. Je suis sans filtre aussi. Donc, je dis bien ce que je pense. Donc là, ce ne sont que des chefs que j'aime, que j'avais envie de rencontrer et j'avais envie de partager leur parcours. Ils sont autour des lacs en Savoie et Haute-Savoie et en montagne en Savoie Haute-Savoie. Et il y a aussi quelques pâtissiers parce que quand même, hein, c'est un peu ma signature. Il y a un peu de vigneronne. Je parle un petit peu des vins, mais je ne suis pas trop spécialiste, mais j'ai quand même choisi des femmes qui font du vin. Il y a les incontournables de chez nous, c'est-à-dire l'opinel, les couteaux opinel, parce que nous, on ne se sépare jamais de notre opinel, et la filature harpin. Voilà. Et les fromages, bien sûr, parce que les gens ne savent pas faire la différence entre un Beaufort d'été et un Beaufort de chalet d'alpage. Donc, il faut leur expliquer. Il faut être un peu pédagogue. Voilà. En gros, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on vous a invité, pour effectivement que l'on soit un peu moins ignorant et que l'on puisse déguster avec davantage d'acuité. Voilà. Et puis chaque chef, bien sûr, a donné une recette et chaque chef a choisi un artisan à mettre en valeur. Et là, il y a des vraies pépites.
Alors, ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est ce mélange de rigueur et de subtilité qui sont les principaux talents des grands chefs. Et je pense que Emmanuel Renaud, c'est peut-être votre spécificité aussi d'être à la fois subtil et rigoureux dans votre pratique quotidienne. De toute manière, oui, bonjour à tous. Notre quotidien, c'est la rigueur, avant tout le plaisir aussi. Et puis, on a tous le même territoire, ça veut dire que tous les acteurs Savoie, Haute-Savoie, enfin Auvergne-Rhône-Alpes, on a tous le même territoire, mais on a tous, nous les chefs, une écriture tous différente. C'est-à-dire qu'on va avoir, avec les mêmes produits, les interpréter à notre façon, au jour le jour. Il n'y a pas que des grands restaurateurs, on est tous chefs, on est tous cuisiniers. Et la bonne cuisine, c'est pas que la cuisine des grands restaurants, enfin si on peut appeler des grands restaurants mes restaurants, mais en tout cas c'est aussi la cuisine de tous les jours, c'est la cuisine des produits et c'est la cuisine du respect de notre terroir. Et je fais plus attention aux restaurants, à la limite des restaurants j'ai un restaurant sur les Piges, j'ai un bistrot et on a la même attention dans nos restaurants, pour pouvoir faire que ce soit accessible à tous. Tout en gardant la même rigueur et la même façon de travailler à travers notre savoir et puis notre rigueur. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir je suis pas originaire de la montagne, je suis parisien de naissance, mais amoureux de la montagne depuis toujours. Élevé au pays du Mont Blanc depuis l'âge de 2 ans, j'ai eu le plaisir de pouvoir y vivre et y découvrir et m'y installer avec ma famille. Donc j'ai d'autant plus d'amour pour ce pays, puisque j'étais bien accepté, on va dire. À travers le livre qu'on a fait, on a voulu mettre les vignerons alpins en avant. Alors, il y a quelques vignerons de la vallée d'Aoste, quelques vignerons et vigneronnes du côté de Martigny, et bien sûr les deux Savoies. Et puis, j'ai fait un petit clin d'œil aussi en fin de livre à quelques chefs, enfin tous les chefs amis du Tour du Lac, que ce soit de Christophe Haribert à Michael Arnoux, qui est sur les hauteurs du lac du Bourget, ou qui réinterprète notre région, notre belle région, avec un vrai respect des produits. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je m'attelle, avoir une réactivité à pouvoir créer des recettes au jour le jour, et de pouvoir adapter, même on va dire même plus loin qu'au jour le jour, mais adapter nos recettes et nos créations par rapport à la météo. Des journées comme il y a 4 jours, j'ai été me balader aux champignons, il faisait 5 ou 6 degrés. Je n'avais pas envie de manger de salade de tomates, ni rien du tout. J'aurais plus été du côté potage. Mais aujourd'hui, avec des grandes chaleurs, et ben donc ma réactivité par rapport à la cuisine, c'est d'adapter nos menus à la météo. Donc je suis très content parce que j'ai plein de personnes que je connais dans cette salle, que ce soit mes amis guides de haute montagne, un fidèle ramasseur de champignons qui est en face de moi, et puis Denis, où j'ai pris la succession de son magnifique hôtel à Chamonix, et qui est le plus grand jardinier. Il m'a laissé un terroir et une terre extraordinaire. Il n'est pas aussi bien tenu que quand il était là, parce qu'il manque du temps. En tout cas, merci Denis. Ce qui est formidable dans les livres d'Emmanuel Renaud, Vigneron alpin, c'est que c'est vraiment le livre de ses amis, les vignerons dont on découvre à travers ce livre qu'ils sont de véritables artistes qui travaillent dans l'intimité de leur domaine. Et c'est vraiment, je pense, très, très, très agréable d'avoir pu lire le bel hommage que vous leur rendez. Parce que ce sont des personnes qui, vraiment, d'un bout à l'autre de l'année, œuvrent pour la vigne, le vin, leur vignoble, tout en sachant qu'un seul orage de grêle peut détruire toute leur récolte. Je peux vous en parler. J'ai fait l'acquisition il y a 4 ans de 39 arts de mondeuses sur Arbin. La première année, première récolte, c'était extraordinaire, fabuleux. La deuxième année, on a gelé. La troisième année, on a grêlé à 80%. Et cette année, on a grêlé à 15%. Donc d'autant plus, je suis rentré dans le monde des vignerons avec une belle année. Et les 3 années d'après, c'était assez catastrophique. Donc je sais que c'est vraiment je suis d'autant plus heureux d'avoir mis en avant tous ces vignerons, parce qu'ils ils travaillent d'arrache-pied, ils sont passionnés. Ils sont passionnés, ils sont passionnants. Ils m'apprennent, je vais les voir régulièrement, ils m'apprennent toujours énormément de choses. Et ils ont une humilité par rapport à la climatologie.
où ils s'adaptent, ils soignent la vigne, ils essayent de plus en plus, ils sont respectueux de l'environnement. Donc c'est vraiment des acteurs importants de notre paysage à travers les vins, à travers leur typicité, à travers les cépages qu'on a. On a la chance d'avoir des cépages autochtones, des vins de caractère, que ce soit les petites arvines pour les vignerons suisses, comme les mondeuses ou tous les autres cépages. On a vraiment des cépages de caractère. Et puis on a une multitude de nouveaux vignerons jeunes qui font du travail exceptionnel. On va dire qu'il y a 30-40 ans, quand je commençais à boire un petit peu de vin, je continue toujours, il y avait une poignée de vignerons qui faisaient des produits excellents. Maintenant, et tous les ans, on découvre des nouveaux jeunes vignerons qui font un job de folie et qui sont vraiment respectueux de la nature. Donc c'est vraiment des gens à soutenir. Il y a encore 20 ans, on parlait des vins de Savoie, les gens disaient les bonnes années, ça nettoie les carreaux, les mauvaises, ça les raye. Maintenant, ils sont bons tout le temps, on nettoie jamais les carreaux avec, on les boit et c'est vraiment extraordinaire. Ils font du très très beau travail. On est passé du vin de musette au vin d'excellence. Tout à fait. Et la montagne est une source d'inspiration pour les cuisiniers. Denis, c'est vraiment la montagne que tu as mis dans les assiettes du Bois-Prin pendant tant d'années? Oui, bonjour. Oui, je suis plus professionnel, je suis retraité, j'apprécie beaucoup. Je remercie Manu d'avoir pris la succession au Bois-Prin. Comme je dis de temps en temps, il m'a débarrassé de mes soucis, en plus il m'a donné des sous. Mais c'est une belle maison, c'est un bel emplacement, et si vous ne connaissez pas, il faut y aller. Tenu par une équipe sympathique et compétente maintenant. Bon, pour parler un peu montagne, quand j'ai arrêté de travailler, j'avais fait plusieurs fois le Mont Blanc, beaucoup de sommets à Chamonix, parce que j'aime la montagne, j'aime randonner. Et j'étais jamais allé ni au sommet de l'Aiguille Verte, ni au sommet des Drus. Je me suis dit, il faut que j'essaye. Et le 3 mars, grâce à Guillaume Thébaudin, un jeune guide sympa, on est arrivé au sommet de l'Aiguille Verte. Et vendredi, non c'est aujourd'hui, c'est jeudi, on devait être au sommet des Drus, mais il y avait beaucoup de neige, du vent, et comme je suis plus un marcheur rapide, on devait bivouaquer au sommet pour couper la course en deux. Et bivouaquer au sommet dans la neige et dans le vent, on a laissé tomber, on a remis ça plus tard. Donc, j'en viens je vous raconte ça pour parler un peu quand même de l'alimentation de montagne, l'alimentation du randonneur. Et c'était amusant parce que c'est Guillaume qui m'a chargé du ravitaillement. Et il m'a dit, bon, il faut reprendre un potage. Il dit, mais dans les potages lyophilisés, celui que je préfère, c'est le minestrone. Il me dit tous les soupes de légumes, etc. J'aime pas trop, donc je lui dis ça marche pour le minestrone. Puis elle me dit si tu peux, tu prends des tagliatelles fraîches et du pistou à la spiadoro. Je lui dis il a des goûts bien déterminés. Et puis bon, j'ai suivi ses instructions. J'ai été acheter tout ça et on est monté. Pour monter au couvercle l'hiver, on passe par la vallée Blanche. C'est sympa. On part d'Aiguille du Midi, on descend la vallée Blanche, on remonte le glacier de l'Échaud, le glacier de Talefre. Et l'hiver, le refuge, c'est le petit refuge, l'ancien refuge, qui est sous la grosse pierre. C'est pour ça qu'on l'appelle couvercle, parce que c'est un refuge ancien qui a été construit sous un gros caillou. Et il y a un petit poêle à bois, donc c'était très sympa. Et Guillaume avait un réchaud aussi pour faire la soupe. Et l'avantage des tagliatelles fraîches, c'est que ça cuit en 3 minutes. Donc même si c'est un peu plus lourd peut-être que des pâtes sèches, on gagne du gaz et de la rapidité. Elles sont prêtes en 3 minutes. Et je garde un bon souvenir du sommet de l'Aiguille Verte, mais aussi des tagliatelles au pistou et du minestrone. Et pour les drus, excusez-moi, je continue un petit peu. Et pour les drus, alors je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je prenne cette fois? Il dit, on va rester au minestrone. Et par contre, il faut qu'on prenne un plat lyophilisé, parce que ce sera moins lourd à porter pour là-haut. Et il m'a dit, tu m'achètes chicken, j'ai marqué parce que je ne me rappelle plus, masala, quelque chose comme ça. Donc il m'a dit, tu vas chez Snell, tu trouveras ça. Et j'ai acheté ça, mais je n'ai pas encore goûté parce qu'on n'y est pas allé. Voilà, donc l'alimentation de montagne, il faut qu'on en parle un petit peu. Je ne sais pas si je continue ou si je vous passe la parole, mais bon, moi, ça a toujours été assez simple. Je ne suis pas un passionné de produits, de barres, de céréales, de gel et de choses comme ça. J'ai toujours pris en général un morceau de pain, un morceau de fromage et un peu de saucisson ou de viande des grisons. Pour Guillaume, il m'a dit, lui, moi, c'est sandwich de pain rustique, pain complet,
avec un peu d'avocat, ça remplace le beurre. Une viande séchée, du suisse ou l'italienne est moins sèche, et tome de brebis ou tome de chèvre. Voilà, c'est l'alimentation d'un jeune guide de la vallée de Chamonix maintenant. Et En tout cas, Thierry Torrent, qui devait être là cet après-midi, a publié il y a quelques années aux éditions Actes Sud La cuisine des bergers et des randonneurs. Et il décrit un certain nombre, il donne un certain nombre de recettes dans ce livre, en insistant sur les belles improvisations qu'il peut avoir au hasard des cueillettes et des promenades qu'il peut faire en moyenne montagne. Et je pense que ce sont des recettes qui sont à la portée de tous, parce que la bonne cuisine est peut-être aussi une cuisine simple. Il n'y a pas besoin d'être trop compliqué pour... Faites simple, vous risqueriez de faire bon, disait Paul Bocuse. Oui, c'est vrai que la cuisine de montagne, quand on part, alors il y a le côté poids pour les grands sportifs, pour les grandes courses. Moi, à mon niveau, quand je me balade, j'apprécie avoir quelque chose de bon et porter quelques kilos en plus. C'est pas très grave si le plaisir est intact. Et j'ai la même façon je fais la même chose. Ça veut dire je prends des produits sains. Et c'est vrai que le pain, le fromage, le saucisson et une pomme, c'est assez incontournable. Mais c'est pas pour les courses que Denis fait, c'est pour plus de la promenade en montagne. Voilà. Parce que la cuisine compliquée n'est pas forcément la meilleure. On avait ici même, il y a quelques années, Jean-Robert Pitt, qui est un spécialiste de la gastronomie et qui est le géographe du vin, et qui expliquait que le mélange de saveurs tuait les saveurs. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément une bonne chose que d'être compliqué. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quand même que le visuel soit privilégié dans le dressage de vos plats. Je veux dire. Ouais, avant tout, on a la cuisine de montagne, la cuisine de terroir. Il y a le côté visuel qui est très important. Et c'est surtout le côté gustatif. Mais c'est vrai que l'œil est important. Alors quand on est en montagne, en randonnée, on n'a pas besoin de ce coup d'œil de dressage. Mais moi, j'octroie au maximum, enfin, je supprime au maximum le plastique dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de faire des sandwichs et des pique-niques pour nos clients dans les différents hôtels, et alors on leur fait du no plastique on leur donne des gourdes. On supprime ces bouteilles en plastique. Ça, il n'y a plus une seule bouteille en plastique dans tous nos hôtels et restaurants. On leur donne des gourdes en fer, on leur offre pour qu'ils prennent conscience d'arrêter d'acheter des bouteilles en plastique et puis d'avoir des choses réutilisables. Alors, j'utilise le plastique, mais il y a des plastiques réutilisables et lavables. Même dans toutes nos balades, on leur donne des boîtes en plastique, mais qu'ils doivent ramener pour pouvoir éviter qu'on les trouve. Encore ce matin, j'étais en balade aux champignons et j'ai récupéré une canette de bière, un truc plastique. Voilà, donc j'avais un sac à dos et j'ai récupéré quelques petits morceaux de plastique qui traînaient à droite à gauche. Donc ça, c'est des gestes qui sont assez importants pour tous les randonneurs, de faire du no plastique, de faire du réutilisable et surtout de ramasser les choses si vous en voyez en passant. C'est pas grand-chose, mais pour l'œil, c'est quand même plus agréable quand on va en balade et quand la balade est sans pollution externe. Voilà, c'est la cuisine à l'état pur. Et alors, je ne sais pas quel matériel utilisait Sylvain Tesson sur les chemins noirs lors de sa longue randonnée, mais là, il vient d'arriver au salon, vient-on de me dire. Et donc, si quelqu'un peut aller l'informer qu'il peut venir à 16h30 présenter son livre et faire une annonce en conséquence. Parce que je pense qu'on lui avait peut-être donné un horaire erroné, ou peut-être s'est-il trompé. En tout cas, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de donner du plaisir de lecture ou du plaisir de découvrir des gourmandises comme celles que nous proposent nos amis. Donc oui, ce qui m'a frappé dans vos livres, que ce soit le livre d'Emmanuel ou le livre de Mercotte, c'est que la cuisine est souvent une affaire de famille. Il y a souvent dans les meilleures recettes des grands chefs des souvenirs d'enfance, et c'est dans le livre de Mercotte. On a quand même quelques recettes de la grand-mère, du grand-père, etc. Et donc c'est très, très émouvant d'ailleurs de lire ces recettes. Et puis il y a au cours de l'apprentissage des amitiés qui se nouent, des amours qui se créent, et cela perdure tout au long de la vie, et cela permet de faire
d'amorcer la carrière et de la faire perdurer. Et ça, je pense que c'est là encore un élément très, très important. Il est évident que ce qu'on fait au jour le jour représente ce qu'on a vécu avant. On essaye de retranscrire le meilleur de ce qu'on a fait. Nos passages dans nos différents apprentissages, malgré qu'on reste toujours en apprentissage. Mais en tout cas, dans les apprentissages et les maisons qu'on a fait avant, on est inspiré et on le retranscrit à notre façon, on met notre signature. Alors la cuisine est assez à des bases, donc c'est encore bien d'avoir des bases de cuisine. Moi j'ai eu la chance de travailler dans les grandes maisons à Paris où on avait des vraies bases de cuisine. Et puis après c'est l'inspiration, c'est de retranscrire le terroir. J'ai passé quelques années à côté de Marc Vera, qui m'a beaucoup inspiré dans ma cuisine, et je leur transcris différemment, mais avec les mêmes inspirations d'amour de la montagne et du produit. Donc c'est vrai qu'après, il y a les rencontres. On fait des voyages à travers le monde maintenant, et sans utiliser les produits à travers le monde, mais des fois utiliser des techniques, et c'est assez important. Dans ma façon de travailler, je bannis les réseaux sociaux, parce que les cuisiniers ont oublié un petit peu maintenant, ils sont plus à faire des recettes qui soient instagrammables et jolies, et plus que de faire l'attention de ce qui se passe dedans. Donc ça, c'est un petit peu le mal du cuisinier de notre temps, d'avoir trop malgré qu'on vit avec, et je m'en sers aussi. Mais en tout cas, c'est un petit peu dommage. C'est souvent plus attrayant sur l'écran que quand on le déguste. En tout cas, ce qui est frappant, c'est la passion de la terre, des bons produits, la redécouverte des légumes anciens, et d'où l'intérêt d'avoir son propre potager et ses propres produits pour faire de la bonne cuisine. C'est vrai qu'un simple brin de persil, une branche d'estragon, si vous l'accueillez dans le jardin le matin pour le service de midi ou le service du soir, elle n'a pas le même goût que celle que vous achetez dans un magasin. Et c'est une question de goût, et après une question aussi de qualité et de santé, de biologique. Et c'est pareil, la qualité pour notre organisme est quand même meilleure si ça vient d'un jardin cultivé de façon biologique plutôt qu'un produit qui a été cultivé avec des produits, qui a été conservé avec des produits aussi. Parce qu'on voit des fois quelque chose qu'on ramasse, ça ne se garde pas longtemps, et puis on se demande comment ça arrive. Les choses qu'on achète dans le commerce arrivent à se garder 15 jours, alors que nous, on n'arrive pas à les garder 2 ou 3 jours. Il faut toujours respecter la terre. Ça, je pense que c'est la constante que l'on trouve dans tous vos livres. C'est notre façon de travailler. C'est pas une mode, c'est une façon de vivre. Mes aïeux étaient marins-pêcheurs, et mes aïeux du côté de ma mère étaient cultivateurs. Donc j'ai appris à respecter la terre et à respecter la terre et à respecter le côté paysan. Alors on a la chance dans notre région d'avoir encore une multitude de paysans. Donc il faut qu'il y ait un vrai soutien. On a encore plein de jeunes maintenant qui s'installent, qui croient à la culture. Alors on a la chance d'avoir des fromages assez magnifiques, mais il y a aussi de la culture dans les vallées. Il y a plein de maraîchers qui nous font des produits et qui grâce à eux, on arrive parce que c'est vrai qu'on a des jardins, on a quelques jardins autour de nos restaurants, mais ça ne suffit pas pour nourrir tous les clients. Donc c'est important d'avoir aussi des maraîchers locaux qui produisent comme on leur demande. On prévoit 6 mois à l'avance pour leur dire il va me falloir 150 ou 200 kilos de cardon pour cet hiver, même si c'est un peu pénible à éplucher. Mais il y a de moins en moins de personnes qui ont envie d'acheter un cardon et puis de l'éplucher et puis de le faire. Mais c'est tellement bon. Alors, et on force nos paysans, nos cultivateurs à leur dire voilà, il me faudra que tu m'en prévois 200 kilos pour l'année prochaine. Il faudra que tu me prévois 7 ou 800 choux raves. Alors, et on anticipe ce qu'ils vont planter en leur garantissant qu'on va les acheter et sans jamais négocier les prix. Alors on leur demande, notre cahier des charges de travail, c'est pas de produits, on négocie jamais les prix, et s'ils veulent, on leur paye même s'ils veulent à l'avance. Pareil, mais j'ai des bleus de Termignon, Raphaël Bantin,
depuis plusieurs années. Je lui garantis 30 ou 40 persiers bleus de Termignon. Et s'il a besoin, je les paye à l'avance. Comme ça, on anticipe pour qu'il y ait une pérennité et puis qu'il y ait une vraie envie, qu'ils aient une pérennité de travail pour eux, pour que leurs enfants continuent cette tradition. On a la chance d'avoir, je prends souvent cet exemple, Anémone et Paulette Marmottan, qui sont les derniers à faire les persiers de Tignes. Anémone Marmottan est une championne de ski, et elle a une ancienne championne de ski maintenant, et elle a retranscrit, sa mère lui a transmis la société, et maintenant elle fait les persiers de Tignes. Et donc ça, c'est quand même, ça aurait pu être un fromage qui aurait disparu, parce qu'il n'y a plus qu'un seul producteur. Alors, je vous conseille de manger du fromage. Elle est dans le livre, Bah, bien sûr. Voilà. En tout cas, je voudrais poser la question à nos deux cuisiniers, là. Émérite, comment invente-t-on des plats? Parce que ce sont des plats très originaux, très sophistiqués, et c'est une recherche permanente, c'est une création, c'est l'œuvre de véritables artistes. Déjà, il y a notre travail, parce que créer une recette, c'est bien. Enfin, c'est bien. Ça peut presque être facile. Mais après, une recette, il va falloir l'adapter pour pouvoir faire une recette. Une fois créer une recette, c'est bien. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est de la refaire tous les midis, tous les soirs, tous les jours, avec la même qualité de produit et avoir l'excellence tout le temps. Donc, dans la création de nos recettes, il faut qu'on établisse aussi un rapport financier. Il faut qu'on établisse un rapport par rapport à nos équipes. Parce que j'ai ouvert il y a 26 ans à Megève, on était 2 en cuisine. Moi et quelqu'un qui faisait moitié cuisinier, moitié plongeur. Il est clair que j'adaptais mes recettes par rapport à ce que je pouvais servir comme client quand il y avait 30 clients de l'autre côté. Maintenant, il y a toujours 30 clients dans mon restaurant, mais on est 20 en cuisine. Donc, vous comprenez qu'on peut se permettre de faire des petites choses un petit peu différentes. Donc, c'est vrai que la création, la question est compliquée parce que la création, elle est par rapport à si on a une équipe forte, si on a et puis il y a aussi nos équipes de service, parce qu'on a le cuisinier, mais on a aussi une équipe de service dans nos restaurants qui sont aussi importants que nos chefs de cuisine et nos cuisiniers, parce que c'est eux qui vont transmettre aux clients notre passion et donc ça c'est un métier de plus en plus important pour notre métier de cuisinier, d'avoir des gens passionnés. Mes gens de service vont voir les paysans, vont voir les pêcheurs. On a la chance d'avoir un super pêcheur au bord du lac Léman. J'envoie toutes mes équipes pour qu'ils comprennent pourquoi on prend ce poisson, comment on pêche ce poisson, comment on le traite, la façon de... Et on a besoin de personnes pour parler de nos produits à nos clients. Alors la création d'une recette, c'est assez compliqué. Alors après, j'ai plein de recettes que j'ai dans la tête que je n'ai pas encore faites. Toujours, je sais, puis elles sortent. Et puis j'ai des recettes classiques, j'ai des recettes qui viennent d'une saison à l'autre. Et puis j'ai quelques créations. Il n'y a pas vraiment de règles, mais je pense qu'il n'y a pas un chef qui fait pareil. Donc il n'y a pas de recette magique. En tout cas, l'important, c'est surtout de se faire plaisir. C'est un métier qui est assez égoïste. Parce que moi, je me fais plaisir tous les jours. Donc c'est assez égoïste. Je me fais plaisir et après, je fais plaisir aux autres. Se faire plaisir et faire école aussi, parce qu'on s'aperçoit que, bon, il y a les grandes tables étoilées, mais où que l'on s'en aille dans un pays comme la France, hein, on va tomber sur des restaurants de village, sur des restaurants de petites villes, avec de jeunes chefs qui essaient de faire dans l'excellence. Non pas en s'inspirant forcément des grands chefs, chez lesquels ils ont été en apprentissage très souvent, mais en essayant de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est certainement vous et vos collègues qui leur ont inculqué cet esprit de qualité. Je pense que vous avez fait école auprès des jeunes générations. L'important, c'est la transmission. Donc, il faut inspirer les jeunes. Moi, j'ai été inspiré par des cuisines plus classiques. Quand j'étais jeune chef, j'ai commencé la cuisine à 16 ans. On voyait Robuchon, on voyait Paul Bocuse, on voyait des gens de la gastronomie, mais d'une cuisine qui était complètement différente de maintenant. On a un rapport avec la cuisine qui est beaucoup plus saine. Et puis, il n'y a pas de... La bonne cuisine, elle se fait dans les petits restaurants, dans les restaurants simples. J'ai un jeune qui s'est installé, ils doivent être 2 ou 3
à Combloux, qui s'est installé, je crois que c'est restaurant Signature, et ben ils sont deux et ils font une cuisine extraordinaire, mais ils font avec leurs moyens et puis avec leur cœur, et ça marche. Donc ça c'est important. Et je pense que nous, ma plus grande fierté, je vais voir quelqu'un comme Michael Arnoux qui est aux Morinières, qui est passé chez moi il y a une quinzaine d'années. Et ben moi, c'est une grande fierté d'avoir quelqu'un qui aura, et je lui souhaite d'avoir 3 étoiles le plus vite possible, parce qu'il mérite et c'est quelqu'un de grande qualité. J'ai eu la chance, quasiment, ils sont tous passés un petit peu sous mes ordres, que ce soit Johan Comte, Jean Sulpice, ils sont tous passés chez Vera quand j'y étais, plus ou moins. Et c'est superbe d'avoir des jeunes qui se font plaisir à leur travail, qui font plaisir et qui mettent en avant, qui font rayonner les pays de Savoie à travers le monde. Donc ça, c'est important pour l'économie locale, parce que les gens viennent plus que pour la montagne. Les premières années où je venais à la montagne quand j'étais gamin, on va dire que la restauration, on avait dans les restaurants, on avait du bar, on avait des huîtres, on avait du turbo, on avait des pigeons qui venaient de je ne sais où, des agneaux qui venaient de je ne sais où. Maintenant, on a un paysage dans les cartes de restaurants, enfin dans les cartes de bons restaurants, où on a un paysage alpin, où on a un sourcing local. Le poisson du lac a pris la place des poissons d'élevage de mer, et on a vraiment de la chance d'avoir un paysage comme ça où on peut se sourcer autour de nous. Voilà, on peut avoir... il y a encore 15 ans, moi le premier, j'avais des fournisseurs de viande qui étaient sur Paris, et maintenant, depuis 7-8 ans, je suis exclusivement en massif de la Chartreuse, où toutes mes viandes sont sourcées en massif de la Chartreuse. Parce que j'ai trouvé des gens qui élèvent des veaux, des cochons autour pour pouvoir avoir vraiment un sourcing au maximum. Donc c'est vrai que plus on va, en tout cas moi le premier, plus je vais pour vraiment dans la mesure du possible. Je parle toujours dans la mesure du possible. Je ne suis pas un ayatollah. Si on n'en a pas, on va chercher ailleurs. Mais dans la mesure du possible, on ne va pas trouver de vanille autour de chez nous. Quoique il y a des produits qui peuvent la substituer. Mais en tout cas, dans la mesure du possible, on essaye au maximum. Et c'est vrai, et tous les chefs qui sont, que ce soit dans le livre à Mercotte ou dans nos livres de cuisiniers de passionnés, c'est des gens qui respectent le produit et la région. Qui respectent la qualité du produit, qui respectent aussi l'équilibre des produits, plutôt que des produits qui seraient faits selon des rendements trop importants et qui gâteraient la qualité. C'est ce qu'on voit dans le livre Vigneron alpin, où les viticulteurs privilégient la qualité au rendement. Denis, en ce qui concerne l'inspiration, elle est venue de la famille. C'était une affaire de famille au départ. C'était une affaire de... Oui, c'est une affaire de famille. Ma grand-mère était cuisinière, mon papa était un très bon cuisinier qui a une étoile au Michelin toute sa vie. Et puis ça se transmet comme ça. On n'a pas toujours envie, quand on est jeune, de faire ce métier, parce que c'est pas toujours tentant de voir l'atmosphère d'une cuisine. Mon père gueulait en cuisine, rouspétait après ses jeunes, et ça donne pas toujours envie, mais quand on le fait, on y prend goût et on se fait plaisir. Histoire de trouver des recettes, moi j'ai un petit souvenir comme ça. Une fois, on a eu la chance d'être relais et châteaux. On était à une réunion des relais et châteaux chez Alain Chapelle, et en se baladant autour de l'hôtel, il y avait un étang avec plein de grenouilles, puis il y avait des touffes d'orties. Je me suis dit, tiens, je vais faire un petit truc avec les orties, les grenouilles et puis un coulis d'orties. Puis c'est comme ça qu'est venue une recette aux grenouilles et orties. Et une autre recette de dessert, Gaston Rébuffat avait sorti un livre, Glace, neige et rock. Je me suis dit, allez, je fais un dessert, glace, neige et rock au chocolat. Et j'ai fait un truc un peu en forme de montagne pointue, et je l'ai appelé glace, neige et rock au chocolat. Voilà, c'est comme ça que des petits souvenirs qui me restent. Et en parlant de Gaston Rébuffat, et moi, j'ai pas encore écrit de livre, j'ai un peu des idées, j'ai commencé à écrire 2-3 pages, j'espère que ça va venir. J'ai fait une petite gazette de l'Auberge du Bois-Prin, et puis j'ai des amis ou des clients qui m'ont dit que j'étais doué pour écrire, alors je vais peut-être m'y mettre. Et j'ai un peu un titre dans un coin de la tête, je voulais l'appeler aubergiste montagnard. Et puis je me suis dit, mais je suis peut-être pas montagnard, il faut que j'aille à la verte. Donc maintenant j'ai fait la verte, je peux me considérer comme un montagnard. Après, j'ai des souvenirs de casse-croûte dans toute ma vie. Quand j'étais enfant, mes parents préparaient les pique-niques pour les clients de l'hôtel.
La plupart des clients à cette époque-là étaient en pension complète, c'est-à-dire qu'ils avaient le petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir. Et quand ils partaient en montagne, on leur préparait un pique-nique. On remplissait les gourdes aussi. Et les gourdes des guides à l'époque, c'était un mélange de thé et de vin rouge. Alors la proportion variait selon les guides. Bon, c'était des casse-croûtes traditionnels avec de la charcuterie, du fromage, des fruits, etc. Bon, maintenant, moi, j'ai questionné un peu. Je me suis demandé s'il y avait une diététicienne qui venait à cette table ronde. Et puis, on m'a dit que non. Alors, j'ai appelé une amie un peu diététicienne qui m'a donné un peu des conseils pour équilibrer les repas et l'alimentation de montagne. Donc, on a parlé un peu des sucres lents. La veille d'une course, c'est plutôt sucre lent pour une randonnée longue. Donc des pâtes complètes ou du riz complet, et beaucoup de légumineuses. Au refuge de la Charpoix, le menu il y a quelques jours, là, c'était un potage un peu épicé, un potage de légumes, et après du riz, des lentilles et des pommes de terre un peu en ragoût. Il n'y avait pas de viande. Il y avait un petit bout de fromage avec le potage. Mais il y a quelques années en arrière, on n'aurait jamais osé servir à un client du riz, des lentilles et des pommes de terre. Et en fait, quand j'ai voyagé un petit peu, je suis allé 1 ou 2 fois au Népal. Là-bas, ils appellent ça dalbat. C'est du riz et des lentilles. Et en fait, c'est bon pour l'organisme, c'est bon pour un effort du lendemain important. Il y a quelques années, nous avions reçu ici même Michel Rochdy de Courchevel. C'était à l'occasion d'un hommage que l'on rendait à l'un des peintres qui a décoré l'église Notre-Dame de Toute-Grâce au plateau d'Assy et qui s'appelle Quinault, et qui était un ami du frère de Michel Rochdy, André Rochdy, qui était poète. Et donc, ils étaient 3 amis qui se retrouvaient généralement à Saint-Tropez, quand il était à Saint-Tropez, ou à Courchevel. Et lors de la première rencontre, Quinault avait demandé à Rochdy Rochdy lui avait demandé ce qu'il voulait manger. Il lui avait dit je veux des lentilles, tout simplement. Et à chaque fois qu'ils se rencontraient, Rochdy lui faisait des lentilles. Alors des lentilles, parfois avec du foie gras, assaisonnées comme ci, comme ça. Et pendant 20 ans, donc, chaque fois qu'il est arrivé au Chabichou ou à Saint-Tropez, il avait son plat de lentilles. Et ce qui nous avait frappé, c'est que l'un et l'autre faisaient des œuvres d'art. L'un était peintre, et un peintre reconnu à l'époque. Et Michel Rochdy avait 2 étoiles au Michelin. Et le problème, c'est que l'un avait des œuvres d'art qui étaient durables, et l'autre avait des œuvres d'art qui étaient éphémères. Et je pense que l'élégance du cuisinier, c'est justement de faire des œuvres qui vont rapidement disparaître. Est-ce que c'est frustrant, ou est-ce que vous avez envie de les mettre après sous vide ou sous cloche ? Non, parce que je me considère pas comme un artiste, mais plus comme un artisan. Alors après, ça peut être on peut mettre ça dans l'art, mais moi, j'irai pas jusque là. Je suis plus artisan que artiste, parce que on a souvent une équipe derrière nous, tandis que l'artiste peut être tout seul devant sa toile. Et voilà, nous sans nos équipes, on pourrait pas faire tout ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que je me vois plus artisan que artiste. Alors après, c'est vrai que c'est éphémère, on crée du plaisir. Et c'est vrai que moi, Michel Rochdy, ça a été un de mes... disons que c'était certainement un des premiers cuisiniers de montagne. Voilà, je pense que c'était le premier cuisinier de Courchevel, le plus haut étoilé de France et du monde. Donc ça a été un modèle pour moi. Et puis un homme vraiment très attentif, tout à fait charmant. J'ai travaillé pour lui en 92, et c'est vrai qu'on avait passé... pendant les JO à Albertville, et on avait passé un très très bon moment, de très très bons moments, et gardé de très bons liens tous les deux. Et le fait que vous vous qualifiez d'artisan montre bien toute la générosité qui transparaît dans vos livres respectifs. Et on le voit bien dans votre livre, Mercotte, que ce sont des hommes et des femmes aussi qui sont très, très ouverts sur les autres, et très attentifs au plaisir de leurs consommateurs, de leurs clients, je ne sais pas si on peut dire clients. Et vraiment, c'est la constante, j'ai l'impression, en tout cas dans les tables que vous avez choisies. Je pense que le métier de cuisinier ou d'artisan producteur, c'est quand même de se faire plaisir, mais essentiellement de faire plaisir aux autres en leur offrant des très bons produits ou des plats
gourmand. En fait, c'est la transmission et le plaisir. Moi, aussi bien en pâtisserie, on fait pas pour soi, enfin, sauf Manu qui dit qu'il fait pour son plaisir, mais les autres aussi peut-être. Mais on fait surtout pour faire plaisir aux autres quand même. Nous, on va chez vous pour se faire plaisir. Et vous nous faites plaisir, les chefs. Donc, c'est très, très important. Transmission, plaisir, produits locaux, produits de saison. Et là, nous, on est vraiment dans le territoire idéal pour ça. Et on dit aussi que la cuisine est une affaire de goût. Or, le goût, ce n'est pas simplement une sensation confuse. C'est vraiment une distinction entre différentes saveurs, le sucré, le salé, l'amertume, et puis d'autres encore. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus et puis nous apprendre à mieux déguster ? Alors, je pense que le goût, ça s'éduque dès le plus jeune âge. Il faut que les enfants ils goûtent de tout. Ils aiment, tant mieux, ils n'aiment pas, ils ont goûté. Donc, c'est vraiment une éducation du palais. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais c'est vraiment important. Je pense que c'est très important, l'éducation du palais pour les jeunes. Et puis après, c'est la curiosité. C'est la curiosité. C'est vrai que malheureusement, on a l'agroalimentaire qui fait du mal à toute l'éducation. Mais ça, c'est aux parents à éduquer, à transmettre les vraies valeurs de nos régions. Alors, je pense qu'on est privilégié dans nos régions par la qualité des produits. Et puis notre éducation, c'est nous, en tant que cuisiniers, à faire passer des messages, passer des messages à d'autres cuisiniers pour vraiment qu'ils prennent vraiment conscience qu'on peut faire, qu'il n'y a pas que, malheureusement, il n'y a pas que les marges. Et que des fois, alors c'est vrai que les masses salariales, les problèmes des équipes, c'est compliqué pour avoir des rentabilités économiques. Et ça devient de plus en plus compliqué, mais c'est possible. Que ce soit dans les petits restaurants ou dans les grands restaurants. Et c'est toujours possible, c'est toujours plus facile d'ouvrir des boîtes que je parle de boîtes, que ce soit des carottes râpées ou autres, que de prendre la carotte, de l'éplucher et de la râper. C'est de prendre une salade et de la manger naturellement. Et il est vrai que maintenant, l'agroalimentaire a fait du mal à notre alimentation. Tout ce qui est charcuterie ou qui sont bourrés de nitrites et autres sont mauvaises pour la santé. Et si on veut vivre bien et un peu plus longtemps, si c'est possible, la nourriture est indispensable de la respecter et de respecter les produits. Alors nous avons beaucoup de chance à Passy parce qu'il y a une trentaine d'années, il était question de changer l'opérateur de la cantine scolaire et de faire appel à une société de restauration industrielle. Et les parents d'élèves se sont battus, accompagnés en cela par la municipalité, pour que la cuisine reste traditionnelle, avec un cuisinier qui était vraiment passionné par son travail, un cuisinier, je veux dire, qui n'avait pas besoin d'être étoilé pour faire de la grande qualité. Et il avait initié les enfants au goût, en créant une école du goût. Et pour donner une idée de la qualité de ce cuisinier, lors de l'anniversaire de l'exposition Sculpture en montagne, là, il y a 2 mois, il a recomposé en chocolat le mobile de Calder et le Christ de Germaine Richier. Et donc, on a peut-être des photos là, mais elles seraient peut-être un peu difficiles à retrouver, mais je vous les montrerai tout à l'heure. Et donc, voilà, il n'y a pas besoin d'être... Enfin, il y a vraiment des gens qui ont vraiment le goût, si l'on veut dire, du bon goût, et le goût de l'excellence. Et cela, je veux dire, sans marchandage, sans rien, vraiment parce que c'est spontané et parce qu'ils sont vraiment... ils aiment ce qu'ils font. Et ça, je pense que c'est peut-être aussi à vous qu'on le doit, parce que vous avez su créer un certain enthousiasme pour la profession. Oui. Moi, je suis juste un autre... on parlait tout à l'heure de la cuisine comme une œuvre d'art éphémère, mais c'est le livre qui permet de rendre cette cuisine éphémère plus durable. Les livres de cuisine, avec les photos, les recettes, permettent de rendre les œuvres d'art des cuisiniers durables. Après, je voulais parler un petit peu de l'alimentation quand même en randonnée. Et c'est Maurice Herzog qui disait « Il faut boire avant d'avoir soif et manger avant d'avoir faim ».
Et donc on a parlé de l'alimentation, mais l'hydratation est importante aussi. Et il ne faut pas oublier, quand on part promener, d'avoir à boire et de boire régulièrement, de manger. Et en général, les randonneurs, c'est bien de faire une pause toutes les heures ou toutes les 2 heures pour ceux qui ont plus d'expérience et plus d'entraînement. Et de faire Et moi, j'ai l'habitude, en général, quand je fais une course en montagne, de manger des choses plus légères jusqu'à l'arrivée au sommet, l'arrivée au col ou l'arrivée au sommet, des fruits secs ou des fruits, une pomme, etc. Et de garder le repas plus consistant, le fromage, le pain, etc. pour le sommet, ce qui est peut-être un peu plus dur à digérer et ce qui permet, quand on redescend, d'avoir des forces pour la fin de la journée. En tout cas, c'est un plaisir que de devoir bien se restaurer pour bien marcher, pour bien randonner, mais aussi pour bien se promener entre lac et montagne, parce que c'est vraiment une promenade gourmande très, très agréable que vous avez fait quand vous avez composé ce livre, Mercotte. Ben oui, mais de toute façon, moi je marche beaucoup. Moi je ne fais pas de sport à mon âge, mais je marche. Donc là, j'ai beaucoup marché pour aller les rencontrer, mes petits chefs. Je peux vous dire qu'elle est debout tous les jours à 5 heures. 4 heures, pardon, 4 heures. Mais ça m'arrive de lui envoyer des messages ou elle m'envoie des messages très, très tôt et on arrive à avoir des horaires un petit peu décalés par rapport à ce qui est. Mais en tout cas, elle est toujours de très très bonne heure, bon pied, bon oeil. On dit que la cuisine, que le métier de cuisinier est un métier très dur physiquement et je pense aussi moralement parce qu'il faut tenir le rythme et sur la longue durée. Donc je pense que c'est quand même une épreuve physique chaque jour recommencer. Mais c'est un métier de passion. Il faut bien se dire ça. C'est un métier de passion. Donc tout ça, ça passe au second plan. C'est la passion qui va en premier, non? Alors, moi, j'ai la chance de dormir très peu. J'ai la chance de dormir très très peu. Je me lève de très bonne heure. Mais je me couche tard et je me lève de très bonne heure. Mais quand je vais 2 heures ou 3 heures me balader le matin, j'ai pas l'impression de perdre du sommeil, mais j'ai l'impression de recharger mes batteries en me baladant. Voilà, donc mes balades du matin sont, pour moi, je pense qu'elles sont plus réparatrices que si je dormais 2 ou 3 heures de plus. Oui, la marche fait beaucoup de bien parce qu'elle permet de penser, d'imaginer, de stimuler toutes sortes de choses positives. Oui, et puis on a la chance d'habiter une région où les randonnées sont magnifiques, il y en a partout. Et dans le titre de cette réunion, on parlait des lacs de montagne aussi. On a la chance d'avoir dans tous nos massifs des lacs magnifiques. Moi, je connais un peu plus ceux des Aiguilles Rouges, par exemple, le lac Cornu, les lacs des Chaiseries, le lac Blanc, le lac du Brévent. C'est des endroits magnifiques. Moi, j'ai des petits coins un peu secrets où des fois je pars tout seul, je prends la tente ou avec mes petits-enfants. On plante la tente au bord du lac. Et c'est, comme dit Manu, ça recharge les batteries, ça fait un bien énorme. Et puis les enfants ou les gens qui vous accompagnent apprécient aussi. Et il faut en profiter. On a la chance d'avoir tout ça autour de nous et ça nous fait du bien. On a l'impression à la lecture du livre de Mercotte que tous ces chefs s'entendent bien, que c'est une corporation qui semble assez idéale. Alors peut-être que vous avez gommé les aspérités, mais en tout cas c'est d'autant plus agréable à lire qu'effectivement on se sent bien avec tous ces gens-là. Je pense qu'ils s'entendent bien. Plus ils sont nombreux, plus ça attire du monde. Il ne faut pas croire qu'ils se font concurrence, pas du tout, c'est complémentaire. Ils ont chacun leur personnalité. Les mêmes produits, c'est ce que tu disais, Manu, ils travaillent les mêmes produits, mais c'est jamais la même chose quand on va chez l'un ou chez l'autre. Donc c'est justement la curiosité qui fait qu'on les teste tous et ils s'entendent tous bien. Enfin, tous ceux que je connais, moi, ils s'entendent très bien et ils vont les uns chez les autres et voilà. Donc, ce sont des gens passionnés, donc la passion, ça résume tout. Et une passion qu'ils savent transmettre. Ah ben oui, mais c'est transmission, c'est le mot, transmission. C'est une affaire de famille, c'est ce qui est frappant. Il y a toujours chez tous ces chefs des souvenirs d'enfance. Il y a beaucoup, oui, c'est souvent les grands-mères qui leur ont donné le goût des bonnes choses. C'est souvent, et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que ce sont souvent des couples et qu'on parle.
c'est pas la femme du chef, c'est le chef et sa femme qui sont ensemble dans l'affaire. Christine est en salle, donc beaucoup de femmes sont en salle et c'est très très important quand même. C'est vrai que tous les chefs qui sont dans ton livre, c'est vraiment des histoires de couple, des histoires d'hommes, enfin d'hommes et de femmes. Et c'est vrai que tout seul, on n'arrive pas bien, mais là on a la chance d'avoir beaucoup de maisons et de chefs propriétaires. Et donc ça, c'est important, parce qu'on a encore des jeunes qui s'installent, qui croient, que ce soit, je vais voir, on va voir Jean Sulpice qui s'est perduré certainement la plus belle maison qui existe en France avec l'auberge du Père Bise, qui est extraordinaire. Johan Comte qui est à quelques centaines de mètres, qui perdure la maison de Marc Vera, et c'est fabuleux. On a vraiment de la chance. Et puis moi, je parle de la famille Meyer, qui sont René, Maxime, j'ai perdu le nom du petit, Oscar qui arrive. Donc il y a 3 générations dans le même à la Bouite. Donc ça, c'est juste fabuleux. Et j'en oublie, mais en tout cas, il y a des vraies histoires de famille très très fortes. Et toutes ces personnes-là que je viens de citer, ils ont leur femme, leur mère, leur grand-mère. Bouvier qui est à Tignes, pareil. Les marins au bord du lac. C'est vraiment des histoires de famille. Et on est avant tout une grande famille. On se téléphone, on est assez solidaires entre nous. Et puis tous, vous avez su allier à la fois la technique et l'esthétique, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Vos plats sont de véritables tableaux. Hein. C'est vraiment coloré, c'est inspirant, ça suscite toutes sortes d'imagination, et c'est une recherche continuelle, j'imagine. Hein, cette recherche esthétique, c'est On un commence don. à manger avec les yeux. Mais enfin, ce qui compte, c'est quand même le goût. Les deux ne sont pas incompatibles. On peut faire l'esthétique et c'est bien. Alors après, je suis plus monochrome que plein de couleurs, mais ça, c'était justement la diversité de nos styles de cuisine, d'avoir des signatures différentes. Il y en a qui seront avec des signatures très colorées, avec plein de mosaïques de couleurs, et d'autres chefs qui seront plus monochromes. Donc je pense que c'est justement ça la singularité de notre interprétation du produit, en ayant le même produit et de lui donner une vie complètement différente selon où on est et puis notre inspiration. Voilà, et c'est l'élégance de l'artisan, et c'est ce qui en fait un véritable artiste, probablement. Hein, non ? Je me suis souvent posé la question pourquoi à l'Académie des Beaux-Arts, il n'y avait pas encore de cuisiniers. Il y a eu des danseurs, des couturiers, des peintres, des architectes, etc. Des gens qui n'avaient pas fait grand-chose. Et puis, il n'y a jamais eu de cuisinier. Pourtant, on peut penser que la cuisine est l'un des Il me semble qu'il y en beaux-arts. a, mais là, le nombre ne revient pas, mais il me semble qu'il y a des chefs qui peignent. Il y en a quelques-uns. À l'Académie des Beaux-Arts ? À l'Académie, je ne sais pas, mais qui sont des artistes aussi. Ah oui. Oui, pas à oui, l'Académie bah, des Beaux-Arts, non. Non, ça... Je ne pense pas. Mais on pourrait rechercher, Google nous le dirait. Mais bon. Non, il n'y a pas de. J'ai vérifié. Non, il n'y a pas de cuisinier à l'Académie des Beaux-Arts, mais je trouve que la cuisine, au niveau où vous évoluez, est un véritable élément des Beaux-Arts. Enfin, je veux dire, non ? C'est un art éphémère, mais c'est justement ce qui fait ça. Il faut aussi manger chaud. C'est pour ça que je vous parlais de la pureté, d'épurer les plats. Moi, j'ai une façon de travailler où j'ai envie que les gens mangent chaud et qu'il n'y ait pas de cette mode d'une cuisine où on mange souvent tiède, où il y a beaucoup de choses, de petits points ou de trop de détails qui font qu'on perd un petit peu le goût du produit. Alors moi, je suis assez brut dans ma façon de travailler. Et je pense que c'est important j'analyse ma cuisine un petit peu comme la montagne. Il y a une côté dureté brute et il y a aussi de la délicatesse. Et donc c'est un savant mélange, mais c'est assez important que ce ne soit pas trop compliqué. Alors je pense que l'Académie des Beaux-Arts, on a encore un petit peu à faire. Mais enfin, on n'a personne de l'Académie des Beaux-Arts qui est cuisinier non plus, donc c'est pas mal aussi. Justement, il faut peut-être leur donner
à manger. En tout cas, quelle est la place du vin dans votre activité, dans vos recettes? Ouais, moi, j'avais fait une petite réunion il y a une quinzaine d'années à l'Auberge du Bois-Prin, dont le thème était vin et montagne. Et j'avais invité des grimpeurs et quelques vignerons aussi. Et on avait fait une soirée à l'Auberge du Bois-Prin sur le thème du vin et de la montagne. Et c'était sympathique et intéressant. Je me rappelle d'Éric Escoffier qui avait écrit quelques lignes dans une expédition en Himalaya. Il avait goûté du vin en poudre. Ça lui avait pas laissé un souvenir mémorable. Et moi, j'avais fait le Mont Blanc avec un ami et il avait monté une bouteille d'un vin liquoreux au sommet du Mont Blanc. Mais les conditions sont difficiles, souvent, et j'en avais pas gardé un souvenir mémorable. Par contre, j'étais allé une autre fois au Mont Blanc avec un ami cuisinier, Nicolas Paget de Combloux, un 8 octobre, et des conditions météo exceptionnelles. On était assis tous les deux au sommet du Mont Blanc en chemise, on cassait la croûte. Il avait sorti de son sac un morceau de lard fumé, cuit, et j'en garde le souvenir mémorable. Un de mes meilleurs casse-croûtes de montagne. Voilà, parce que c'est, là encore, chaque plat s'accommode effectivement d'un cru particulier. On a une belle diversité de vins autour du Mont Blanc. On a des vins qui sont assez très typés, des cépages très typés. J'aime beaucoup bien sûr la mondeuse. J'aime beaucoup la petite Arvine qui a un côté salin et qui donne un vrai relief à la cuisine végétale et des poissons. Parce que c'est vrai qu'on a notre cuisine a beaucoup évolué et en une vingtaine d'années, on est beaucoup plus passé en végétal, en côté poisson que côté animal, de moins en moins. On a encore des beaux gibiers de montagne à déguster aussi, qui vont avec les humagnes, avec les mondeuses. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une multitude de cépages assez extraordinaires. Le plus précoce, c'est le muscat. Dans le Valais, c'est le fendant. Voilà. C'est des choses qui sont assez gourmandes. On a des vins de soif, on a des vins de plaisir, et on a surtout des vins qui vieillissent. Alors le fendant, il vieillira moins qu'une roussette ou autre, mais en tout cas, on a des vins qui sont pas à boire aussitôt qu'on pourrait les boire. Et souvent, on est surpris d'oublier une belle vieille roussette ou une belle vieille fondeuse dans une cave qui a une dizaine d'années et qui est juste fabuleuse. Au bout de 10 ans, on dit on a dû en garder plus. Mais ça... Parce que pour que le vin s'épanouisse, il faut lui donner du temps. Il faut qu'il puisse forger son caractère. Ça dépend un petit peu de la façon dont il est travaillé. Ça, c'est aussi à nos vignerons. Nos vignerons font des vins qui sont plus prêts à boire, en tout cas à leur meilleur. Et puis, ils font des vins aussi pour qu'on ait un petit peu de garde. Ça, c'est un petit peu le vigneron qui goûte ses vins en cuve pour dire bah, tiens, ça, celui-ci, il sera à boire dans 5, 10 ans. Voilà. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à garder les vins. On a besoin que les vins soient bons tout de suite. Mais en général, un vin qui se garde 10 ans, il est bon tout de suite. Il y a juste un petit peu de maturité à attendre. D'accord. Alors, puisque l'on parle de vin et de vin de montagne, je voudrais vous offrir à chacun un vin de montagne à sa façon, hein, parce que c'est un vin des Coteaux du Loir, un vin de Janières. Alors ça, c'est une entrée de gamme. Hein. Je vous en ai offert une bouteille l'autre jour qui est peut-être un peu meilleure. En tout cas, c'est un vin confidentiel dont le vignoble se trouve sur quelques hectares dans le sud de la Sarthe. Et c'est un vin que, paraît-il, Henri IV avait toujours dans ses malles quand il allait verdoyer et faire le galant dans les châteaux du coin. Voilà, donc j'en ai une bouteille pour chacun. Et c'est un vin sur lequel il y avait une chronique dans Le Monde l'autre jour. Je trouvais que c'était intéressant de vous le faire connaître. Alors, à chacun son Everest. Hein. Les Coteaux du Loir, c'est quoi, à 50 mètres d'altitude, peut-être un peu plus. Mais bon, c'est quand même un versant ensoleillé. Donc, voilà. Et puis, comme on était tout à l'heure dans l'esthétique, et puis je savais que Mercotte donc, serait là, je l'avais invité. Et donc, je vous ai apporté
de vacances des confitures qui sont faites par un champion du monde de confiture. Un champion du monde de confiture, Stéphane Perrotte, et qui fait des confitures à l'orange, spécialement pour Mercotte. Alors là encore, il sélectionne les produits et il ne va pas chercher les oranges n'importe où. Il les fait venir de je ne sais où, de Corse, etc. Et là, spécialement pour vous, je vous ai dit qu'on aurait de grands cuisiniers. Il a fait il m'a donné des confitures de ripopée. La ripopée, c'était le produit que l'on donnait aux malades qui étaient en fin de vie à l'hôpital d'Angers au XIXe siècle. C'est un mélange de poires, de coings et de pommes. Et donc, quand je lui ai demandé quelle confiture il fallait offrir, il m'a tout de suite demandé ça, en disant que c'était une confiture qui avait des vertus thérapeutiques. C'est un nouvel élixir de longue vie. J'étais plus sur la chartreuse, mais je vais me mettre à la confiture. Ah, on peut prendre un verre de chartreuse après, hein, ou un verre de genépi, c'est pas exclu. En tout cas, la ripopée, alors il faut aimer le confiture de coin. Hein, et voilà, en tout cas, je vous remercie. Est-ce que vous auriez des questions à poser à nos amis? Non? En tout cas, si vous n'avez pas de questions, je voudrais vraiment les remercier de nous avoir fait goûter leur saveur et leur création à l'un et à l'autre. Et puis, vraiment, je voudrais vous recommander vraiment leurs ouvrages. D'abord, La cuisine gourmande de Mercotte, vraiment un livre qui fait du bien. Un livre qui fait du bien et qui nous permet de randonner de façon gourmande, sans faire trop d'efforts et sans se mettre en nage. En tout cas, on peut nager effectivement dans les lacs, hein, ce n'est pas interdit. Et puis, le livre de Emmanuel Renaud, Vigneron alpin, qui est un livre vraiment qui est l'œuvre d'un homme vraiment très généreux et charismatique, parce qu'il s'est mis vraiment au service de ses producteurs, et ça fait du bien, là encore, de lire un tel livre. La cuisine des bergers et des randonneurs de Thierry Torrance, de Morzine, qui est un chef lui aussi très généreux. Et puis Denis Carrier, qui était au Bois-Prin et qui nous a régalé pendant tant d'années, et dont on attend la sortie du prochain livre. J'espère l'année prochaine, peut-être. Mais Thierry Torrance a écrit pas mal de livres aussi. Il a d'autres livres aussi. Aux éditions Actes Sud. Et puis, je vous recommande aussi le best-of d'Emmanuel Renaud aux éditions à la Ducasse. En tout cas, merci infiniment d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Et puis, voilà, j'espère qu'on pourra se revoir à nos prochaines dégustations de pâtisserie rose. Bien sûr, c'est juste avant Tokissime. Merci à vous aussi pour tous ces cadeaux. Hein. Merci beaucoup et passez un très bon salon, profitez bien et n'oubliez pas d'aller vous promener en montagne. D'accord. Et bien manger.